Depuis plusieurs années déjà, on peut lire et entendre un peu partout dans le milieu du développement personnel que la joie est une manière de résister au chaos du monde. Qu'être dans la joie, c'est montrer qu'on est toujours vivant, qu'on ne se laisse pas avoir par la morosité et le désespoir ambiant. On se prend en selfie tout souriant sur la plage en train de danser, pendant que d'autres sont en train de mourir sous les bombes, pour caricaturer. Alors pardon, c'est choquant peut-être, dit comme ça pour certains certaines, mais c'est de ça qu'il va être question ici en filigrane. Toujours cet axe du lion et du Verseau. Le soleil gothique s'opposant à la réalité saturnienne du Verseau et à la conscience politique uranienne. Parce que j'estime qu'on ne peut pas rentrer en 2025 sans remettre ces parts-là de nous-mêmes un minimum en question. Sinon, franchement, on risque de se prendre un sacré mur dans la face avec ce qui s'en vient sur le plan du réel. J'essaierai d'en parler dans un autre podcast à venir. Concernant ces discours sur la joie, alors, j'observe qu'ils cachent en effet la plupart du temps un manque de conscience politique assez inquiétant et qui donne à l'individu et à son ressenti personnel bien plus d'importance qu'à la portée collective. Ce type de discours justifie tout simplement une tendance égoïste, largement diffusée et répandue sur les réseaux sociaux dans nos sociétés contemporaines, dans différents milieux, y compris le milieu spirituel, et qui dissimule une branche très florissante du capitalisme, le développement personnel mercantile. Le bien-être est très largement devenu un produit vendeur. De nombreux pseudo-gourous de la joie se font ainsi de l'argent sur le dos de personnes qui se convainquent qu'abandonner la conscience politique pour enfin baigner dans la joie va être la solution pour enfin aller bien en toutes circonstances et que ceux qui ne le font pas sont des moutons soumis au système et qui n'ont pas repris leur pouvoir personnel en main, qui n'ont donc rien compris à la vie. Et peu importe que la désolation règne réellement autour de soi, ce qui compte c'est que moi, je sois dans ce qu'ils appellent la joie, si possible, expansive, une joie qui fait du bruit, qui explose de rire très fort, quitte à écraser l'autre en prenant toute la place. Après tout, je suis dans la joie, on ne peut tout de même pas me reprocher d'être dans la joie. Et si quelqu'un me le reproche, tout aigri qu'il est, c'est à cause du système, parce que les gens sont des moutons aigris. Ils ne sont pas éveillés, ils n'ont pas compris que tout ça n'était qu'un jeu, et puis ils ont choisi leur rôle de toute façon, etc., etc. Distinguez-vous la portée manipulatrice et un poil délirante aussi, il faut le dire, de ce genre de discours, sans parler du mécanisme de défense, le déni, qu'elle représente, à quel point ce discours peut s'avérer culpabilisant pour le commun des humains qui, évidemment, ressent tout un tas d'émotions contradictoires dès lors qu'il s'intéresse un tant soit peu à l'altérité et à la condition du monde. Alors oui, je défends depuis toujours qu'il est possible de faire de l'astrologie, d'être spirituel plus généralement, sans pour autant être détaché de la réalité objective du monde politique. Et quand je dis politique, je ne parle pas des stars que l'on voit se battre sur les plateaux TV. Vous savez, ces personnes sans conscience pour qui on doit aller voter. Je parle de vie citoyenne, c'est-à-dire du vivre ensemble, si vous préférez. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que ces derniers temps, je reçois un nombre grandissant de personnes qui viennent me consulter car ils et elles ont été désabusés par le monde du développement personnel, voire de la spiritualité moderne. Et toutes et tous finissent par admettre qu'ils ont été victimes, pendant parfois plusieurs années, d'une injonction à la joie de la part de leurs coachs, de leurs énergéticiens, de ces gourous, ces personnes qu'ils ont plus ou moins consciemment admirées et qui ont cherché à les convaincre que c'était de leur faute s'ils allaient mal. La culpabilité a alors pris le pas, et ils et elles se sentaient ensuite coupables de se sentir coupables et se noyaient ainsi de plus en plus à l'intérieur d'une quête chimérique, celle de la joie à tout prix. On leur racontait qu'il ne tenait qu'à eux d'être joyeux, d'écraser les autres et leurs passions tristes avec leur rire contagieux, pour répandre ainsi le bonheur sur la terre. Apprendre à être joyeux et surtout le montrer, le faire savoir, le partager, écraser l'autre et son malheur, et lui fermer la porte, écarter les gens malheureux le plus loin possible de soi, et ainsi créer un entre-soi de personnes uniquement joyeuses. La technique, plus ou moins dissimulée, est de prendre toute la place avec ce type de comportement pour que les passions tristes, les malheurs de l'extérieur, ne nous atteignent plus. Un peu comme si on conjurait un mauvais sort ou qu'on se mettait un bandeau rose devant les yeux, qu'on partait vivre dans un monde alternatif, imaginaire, rempli de licornes et de fées bienveillantes. On peut aussi nous raconter dans certains milieux que, je cite, « les gens ont choisi de s'incarner dans une telle vie ». Sous-entendu, je cite,
C'est de leur faute s'ils souffrent, ils l'ont choisi, c'est leur destin. Sous-entendu, je cite encore, « Ce n'est pas mon problème et je n'y peux rien, je peux et je dois donc me concentrer sur moi-même exclusivement. » Alors je peux comprendre que cette croyance permette de mieux supporter certaines réalités du monde. Par exemple, quand on voit un enfant mourir en traversant la Méditerranée, on peut se dire qu'il avait choisi cette incarnation et qu'il est sans doute mieux là où il est maintenant. Je n'ai pas de problème avec les croyances, chacun croit en ce qu'il, elle veut. Mais les croyances, c'est intime et personnel, ça devrait rester dans la maison 4. Ce n'est pas, en tout cas ça ne devrait pas, être politique. Nos croyances ne devraient pas nous empêcher d'agir pour le bien commun. Le problème que je soulève ici, c'est que ces croyances empêchent justement toute action. En gros, grâce à ces croyances, on peut se frotter les mains, rester chez soi, arrêter de regarder ce qu'il se passe à l'extérieur en se racontant qu'on n'y peut rien. Tous ces discours qui pullulent depuis quelques années sur les réseaux sociaux notamment sont extrêmement dangereux. Et je dirais même qu'ils sont l'une des racines de ce que l'on voit émerger aujourd'hui au niveau politique, un individualisme extrême qui mène immanquablement à se replier sur soi et à vouloir coûte que coûte se protéger de l'extérieur, qui est forcément menaçant puisqu'il menace mon confort, ma joie, ma souveraineté. Si l'extérieur est menaçant, alors je m'en tiens éloigné, voire pire, je le nie. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire et comme d'habitude, pas beaucoup de temps, j'espère ne pas trop me perdre. Mais alors déjà, la joie, pour moi, ce n'est pas une émotion. C'est un état naturel, spontané, et qui ne fait absolument pas de bruit. Lorsque l'on est dans la joie, on ne peut en vérité pas écraser l'autre tant c'est un état d'être. On peut être calmement dans la joie, et je dirais même que la joie est calme et silencieuse la plupart du temps. Elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur, elle ne se voit pas. Quand ils disent la joie, ils parlent plutôt de ce que j'appellerais moi le contentement, voire même franchement dans certains cas l'euphorie. Lorsque l'on écrase l'autre de son contentement ou de son euphorie, on ne peut pas être dans la joie, on est dans la peur. Et alors, on fait du bruit avec une sorte de simulation joyeuse mais forcée et fausse pour montrer à l'autre que ses émotions ne nous atteignent pas. Là où en vérité, on est terrorisé à l'intérieur par ce que l'autre peut ressentir. Et on ne veut surtout pas l'écouter car cela risquerait de nous faire replonger. Méfiez-vous des personnes qui vous écrasent de leur contentement, de leur euphorie, qui vous disent que c'est de votre faute si vous êtes malheureux ou désespéré en regardant l'état du monde, qui ont besoin de faire du bruit, de montrer qu'elles sont joyeuses. Ce manque d'humilité devrait vous mettre la puce à l'oreille. Se cachent là probablement des peurs, un complexe d'infériorité peut-être aussi, un manque de confiance en soi certainement, et lorsque tout cela est déguisé sous les atours d'un coach, d'un thérapeute ou quoi que ce soit de ce genre, prenez vos jambes à votre cou car rien de bon ne peut sortir de cette interaction. Au mieux, vous serez réduit au rang d'objet qui permet à la personne de se revaloriser narcissiquement et en plus, vous lui aurez laissé une grosse somme d'argent. Au pire, cela fera une expérience de laquelle vous ressortirez à terme grandi. J'ai fait confiance à un vendeur de joie, or je sais aujourd'hui que la joie ne peut évidemment pas se vendre. Viendra alors le moment de vous questionner, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin d'aller chercher du réconfort auprès de cette personne ? Cela me permet d'ajouter que je suis souvent sidérée par le manque de recul, le manque de réflexion qu'ont ces thérapeutes souvent autoproclamés autour de leur pratique. Sidérée par le fait qu'ils se revalorisent en effet narcissiquement avec leurs accompagnements. Alors que c'est là le b.a.-ba d'une histoire de transfert qui fonctionne ou non. Réussir à sortir de soi-même en tant que thérapeute au sein du cadre thérapeutique est essentiel à toute thérapie. Si vous entendez des personnes soi-disant thérapeutes qui se mettent en valeur personnellement, qui se jettent des fleurs, qui racontent ô combien elles sont douées pour aider les gens et ô combien les gens sont joyeux depuis qu'ils sont venus les consulter, c'est généralement parce qu'elles se sont nourries des souffrances de l'autre pour faire gonfler leur pseudo-joie, qui n'est en réalité qu'une manière d'écraser l'autre avec son enthousiasme expansif. Bref, c'est de l'ego pur et dur et non de l'être. C'est la base des apprentissages universitaires lorsque l'on apprend à accompagner l'autre sérieusement, du moins en psychologie. Ces réflexions sont essentielles à mon sens à tout processus d'accompagnement respectueux et intègre. Toutes ces réflexions permettent en effet de penser le cadre thérapeutique. C'est ce qui m'a passionné, moi, ce cadre, durant mes études et qui est le socle de tout type d'accompagnement. Ne pas penser le cadre,
c'est laisser la porte ouverte à toutes ces névroses personnelles en tant que thérapeute. Et c'est bien ça le problème de ces thérapeutes autoproclamés, ils marchandent en réalité leur propre névrose. Bon allez, fin de la parenthèse. Se couper du désespoir, de la tristesse, de l'injustice, de quelque émotion jugée négative que ce soit, en fait, c'est se couper du vivant, et donc c'est se couper de la joie. Souvent, ces pseudo-gourous prennent les enfants comme exemple, et c'est à se demander s'ils ont eu des enfants, et si oui, s'ils les ont jamais vraiment observés. Ils vont raconter qu'un enfant est tout le temps dans ce qu'ils appellent la joie, et qu'on doit donc être comme eux, hyper positif, hyper expansif. Mais c'est nier toute une partie de la vie émotionnelle des enfants. Un enfant expérimente tout un tas d'émotions extrêmement différentes au fil de la journée. Et il exprime la colère, la tristesse et ce que moi j'appelle donc le contentement, avec la même force, le même aplomb. L'éducation va ensuite probablement essayer de censurer l'expression trop virulente de la colère et de la tristesse notamment, parce qu'un enfant qui pleure, crie et tape, c'est chiant, voire ça fait mal, voire il se fait mal. Il a besoin, là aussi, d'être un minimum cadré, évidemment, dans cette expression, sans être pour autant censuré, ça va de soi. Mais vous serez toutes et tous d'accord pour dire que si on dit à un enfant de se taire quand il est triste, désespéré, en colère, et qu'on encourage son expressivité exclusivement quand il est content, évidemment que ça pose problème. C'est pourtant exactement ce qu'encouragent ces discours du développement personnel, nier les émotions et donner une place démesurée au contentement. C'est absurde et profondément problématique. Je récupère ainsi en séance des personnes que je dois aider dans un premier temps à de nouveau faire confiance à leurs émotions, qui, du fait d'avoir été niées pendant longtemps, explosent, sont complètement déséquilibrées, beaucoup trop intenses, et rendent finalement la personne malade de ce déséquilibre. En gros, Mars pète les plombs. Puis, une fois qu'on a réappris à écouter ses émotions, à les reconnaître, et surtout qu'on les a de nouveau acceptées, le reste du travail consiste à réussir à les remettre à leur place, et non plus à les nier, les vivre à l'endroit et non plus à l'envers, comme des alarmes, des boussoles même, qui pointent vers l'intérieur, vers des croyances de fond. Si tout le monde apprenait à vivre avec ses émotions, le monde ne serait probablement pas dans l'état dans lequel il est actuellement. C'est cette pensée qui, depuis plus d'une décennie maintenant, m'a motivée à me lancer dans l'accompagnement psychologique. C'est mon engagement politique d'une certaine manière. D'un point de vue astrologique, maintenant, la Lune est à la base du ressenti émotionnel. Ce ressenti peut être plus ou moins intense, bien sûr, en fonction des placements. Il peut être ressenti à différents niveaux, corps, mental. Si la Lune est en lien de près ou de loin à Mercure, alors celui-ci analyse l'émotion. Il lui donne une raison d'être, une cause, voire lui donne un nom, ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Est-ce que je suis en colère ou irritée ? Est-ce que je suis triste ou désespérée ? Avec Mercure, on est dans les croyances, ce que l'on se raconte, on est dans le récit. Or, une émotion et une croyance, ce sont deux choses très distinctes et qu'il s'agit justement de distinguer pour mieux vivre. Or, quand on écoute quelqu'un qui a la tchatche et la banane nous raconter que c'est de notre faute si on est malheureux, il vient déclencher immanquablement une émotion à partir d'un discours qui va généralement, pas chez tout le monde heureusement, devenir une croyance. Et souvent, émotion et croyance se brouillent, jusqu'à finalement que l'émotion disparaisse au profit de la croyance. Bref, Mercure prend le dessus, on enferme la Lune et on se coupe de notre réel ressenti. En fonction de ce que Mercure raconte, Mars pourra prendre le relais au niveau comportemental, agir avec entrain ou détruire avec force et fracas par exemple. Vénus, en fonction de sa manière de recevoir toutes ces interactions, vous rendra alors plus ou moins agréable en société et dans vos relations. Et le Soleil, enfin, vous donnera une humeur en toile de fond, un rayonnement particulier, un peu comme un vêtement que l'on met en fonction de toutes ces histoires que l'on se raconte à l'intérieur et qui évoluent au fil des jours. La colère, par exemple, récupérée, on va dire assez traditionnellement par Mars, depuis ses échanges avec les ressentis de la Lune, peut être très utile pour faire respecter nos limites. Mais encore faut-il la repérer juste à temps pour en faire quelque chose de constructif avant que le feu du bélier ne surgisse d'un coup, d'un seul, sans crier gare, et qu'on hurle pour faire respecter notre espace. Bon,
là je vous parle en connaissance de cause, j'ai claqué la porte plus d'une fois parce que je me laissais envahir par l'autre et je n'écoutais pas la colère qui grondait dans ma poitrine. Bref, j'ai une lune en bélier quoi. Et tout ça, tous ces repérages, ça prend du temps, surtout quand on a été conditionné pendant plusieurs années par des lectures et des podcasts à penser qu'il fallait uniquement être dans le contentement naïf et donc qu'il fallait faire taire la lune et tout le processus dont elle est à l'origine dans nos thèmes personnels. L'émotion, c'est une alliée. Elle n'est pas négative par essence, elle permet juste de signaler que l'on est dans l'ego et non plus dans l'être. Et c'est ok. Et cette dichotomie, c'est pile le soleil qui la représente. Avec le soleil, soit on est dans l'ego, soit on est dans l'être. Quand tout le système solaire s'affole, parce qu'une alarme, une émotion se fait sentir, la lumière qu'émet le soleil change. En fonction de son signe et de sa maison, les paradoxes propres à chaque placement pourront alors apparaître. Par exemple, quelqu'un qui a un soleil en Cancer pourra parfois être très tendre et affectueux, et soudain très détaché, très froid, très distant, en fonction de ce qu'il vit en dedans. C'est aussi pour cela qu'il est dommage de croire que l'identité en astrologie ne tient qu'à notre soleil, dont l'éclat de la lueur change constamment à vrai dire. Seul l'ascendant, couplé au nœud lunaire et à une lecture minutieuse de l'interaction de l'ensemble des astres, bien sûr, peut nous parler d'identité. Et savoir qui l'on est, cela prend au moins l'expérience d'une vie entière. N'avons-nous pas le sentiment parfois d'avoir vécu plusieurs vies au sein d'une seule, tant notre perception de l'identité évolue ? Nous croyons être notre soleil, puis un jour, nous nous rendons compte que nous devenons notre ascendant. Mais pardon, je m'égare. Faisons écho ici à un commentaire que j'ai reçu dernièrement, dans lequel la personne rouspétait parce que je remettais en question l'idée selon laquelle le soleil égale l'identité. Or, cela fait plusieurs années maintenant que je suis convaincue en effet que nous ne sommes pas notre soleil. Le quasi-millier de consultations que j'ai effectuées en astrologie ces dernières années n'a cessé de me le démontrer. Les choses sont bien plus complexes que ça. Bref, toute cette parenthèse pour dire il n'y a que vous-même qui sachiez dans votre fort intérieur qui vous êtes. Ne vous laissez pas berner par les dictateurs du bonheur. Bon, je sais pas si ces propos auront un impact, ne serait-ce qu'une prise de recul, un moment de réflexion, une remise en question, mais c'est en tout cas ce que je peux espérer de mieux. Prenez soin de vous et surtout, conservez votre esprit critique. Faites un pas de côté, réfléchissez, prenez le temps. Ne vous laissez pas embarquer par les vendeurs de contentement. Honnêtement, je crois qu'il n'y a que la philosophie, le raisonnement en tout cas, qui puisse véritablement nous apporter des réponses en ces temps troubles. Une personne qui pratique la spiritualité comme une thérapie, qui ne s'est jamais posé de questions philosophiques, éthiques à tout le moins, a toutes les chances de tomber dans l'imposture. Alors méfiez-vous, nous sommes quand même à l'heure de la post-vérité. Le monde va mal, très mal même d'un certain point de vue, et il a plus que besoin de personnes réalistes, terre à terre, et en adéquation avec leurs ressentis intérieurs pour y faire face efficacement. Réchauffement climatique, épuisement des sols et des sous-sols, surproduction de déchets, inégalité de richesse entre les personnes et entre les peuples. Bref, faire descendre le subtil dans la matière tout en se rappelant que le réel est toujours plus fort que ce que l'on peut en raconter me semble essentiel si l'on veut s'en sortir. On peut être conscient, réaliste, terre à terre en 2024, presque 25, et malgré tout éprouver de la joie de vivre, être content d'être là, de participer et se battre jour après jour pour que notre action ait du sens. Mais n'éprouver que du contentement, franchement c'est louche. Comme dirait l'autre, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Allez, je vous embrasse. Salut.